Alors bonjour, bienvenue à ce forum sur la transition vers le numérique. Je vous mentirais si je vous disais que le CRIM travaille sur cette thématique-là depuis des années. C'est assez récent qu'on s'intéresse à ce sujet-là. Ce sur quoi on a beaucoup travaillé, en revanche, au cours des dernières années, c'est sur la transformation des institutions du travail, comment les acteurs créer des nouvelles institutions pour essayer d'améliorer la situation de travail, pour essayer de favoriser un travail à la fois de meilleure qualité, mais aussi un travail qui permet aux travailleurs et aux travailleuses d'exprimer leur opinion dans les milieux de travail. Et là, on essaie de marier les deux. C'est-à-dire, on essaie de voir comment les transformations dans le numérique, puis ceux qui ont participé à quelques ateliers, puis ceux qui connaissent un peu, ils savent que c'est compliqué. Le numérique, ça englobe plusieurs choses, les économies de plateforme, l'industrie 4.0, l'intelligence artificielle. Et donc, ce qu'on a décidé de faire dans cet atelier-ci, c'est de voir comment les syndicats se positionnent par rapport à cette réalité-là, quels sont les défis auxquels ils sont confrontés, et ils vont parler, pas de manière générale, mais surtout par rapport au secteur dans lequel ils interviennent. Donc, ça va être un atelier, un forum où on va vraiment être en mode d'interaction, où je vais poser, que nos intervenants ont déjà eu les questions, mais je vais leur poser une série de questions. Ils vont intervenir à tour de rôle, puis on verra, on va jouer ça à l'oreille, mais à un moment donné, on va peut-être faire une pause, puis on va dire, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ce qu'on va commencer par faire, il va y avoir une brève présentation de chacun des intervenants, nous présenter leur organisation et leur rôle à l'intérieur de cette organisation-là. Ensuite, on va essayer de voir c'est quoi la nature des changements auxquels ils sont confrontés dans leur secteur, quel impact ça peut avoir sur les travailleurs et les travailleuses sur leur travail. Ça, c'est notre premier grand bloc. Puis ensuite, on va voir quels sont les principaux défis que ça pose et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par les syndicats pour essayer d'assurer cette transition-là vers le numérique. Je vais présenter rapidement nos intervenants et tout ça est timé à la minute près. Hein? Donc, les intervenants, ils savent qu'ils ont exactement tant de minutes avec le chronométrage, etc. Vous voyez que c'est très sérieux vu qu'on commence 17 minutes en retard. Du SCFP, nous avons Nicolas Dominique Audet et Nathalie Blais. De la CSN, Caroline Senneville, et je vais leur laisser se présenter de leur position. De l'AIMTA, Pierre Grenier, et de la CSQ, Mathieu Pellard et France Grenier. France Bernier. Excuse, France, j'ai confondu les deux. Et donc, ce que je vais vous demander, rapidement, à tour de rôle, en prenant par organisation, de nous dire qui vous êtes, qu'est-ce qu'a fait votre organisation et dans quel secteur. Assez rapidement, s'il vous plaît. Dominique Audet, je suis conseiller au SCFP. Donc, au SCFP, on présente à peu près 120 000 membres qui sont répartis dans différents secteurs d'activité. Je vais les nommer rapidement parce qu'on va surtout se concentrer sur le secteur des communications. On a des gens aux affaires sociales, en communication, en éducation, dans les universités, dans le secteur de l'énergie, les municipalités, les sociétés d'État et dans le transport aérien, terrestre et maritime. Donc, tous ces secteurs-là vont être touchés d'une manière ou d'une autre là, par le virage dont on parle aujourd'hui. Mais ma collègue Nathalie va parler plus spécifiquement des communications. Alors, Nathalie Blais, je suis conseillère au service de la recherche du SCFP. Je travaille principalement avec le secteur des communications et des télécommunications. Donc, ça représente des gens dans les médias, donc médias, presse écrite, mais aussi télévision principalement. Et dans les télécommunications, donc les entreprises qui offrent câble distribution, Internet, téléphonie mobile et filaire. Caroline Senneville. La CSN est riche de 300 000 membres dans tous les secteurs d'activité, aussi dans les communications, journalistes, l'industrie manufacturière, le papier, l'environnement, les travailleurs de l'environnement. On a des travailleurs et quelques travailleuses de la construction. On est présent aussi dans le secteur public, tout ce qui est autour des hôpitaux, des travailleuses en garderie, des enseignants de cégep en éducation, des professionnels. Donc, on couvre privé, public, partout, pas mal au Québec. Des travailleurs de l'hôtellerie aussi, dans le commerce de détail, des abattoirs. Alors, bref, toutes sortes de monde. Je dirais c'est un microcosme. Merci. Pierre? Bonjour à tous, mon nom est Pierre Grenier. Moi, je suis directeur pour l'AIMTA, pour le district 11. On est
des unités des employeurs, principalement dans le domaine privé, industriel et manufacturier. Je vous dirais qu'on a 90% de nos entreprises dans l'industrie manufacturière, à peu une dizaine de pourcents encore dans le service, et on a 65% de nos membres qui travaillent dans le domaine de l'aéronautique. Oui, on a une richesse ici au Québec de 14 000 membres, mais étant donné que c'est un syndicat international, on est 700 000 membres à travers les États-Unis et le Canada. Merci. France? Bonjour. Alors, moi, c'est France Bernier. Je suis conseillère à la recherche à la Centrale des syndicats du Québec, CSQ. On représente 200 000 membres, particulièrement 130 000 membres en éducation. On a également des membres en santé et des membres en petite enfance, c'est-à-dire des gens qui travaillent dans les CPE, puis dans le réseau des services éducatifs en milieu familial. Et Mathieu Pelard, conseiller à la recherche à la CSQ. Merci. Le premier tour de questions qu'on va poser à chacun de nos interlocuteurs, et ils vont intervenir à tour de rôle, je vais leur demander si c'est possible de préciser, ils parlent de quel secteur? Parce que vous voyez, on a des syndicats qui sont dans plusieurs secteurs. Peut-être que vous allez parler de manière générale, mais si vous parlez d'un secteur spécifique, de le préciser et de nous dire quels sont les changements les plus importants liés à l'économie numérique dans ce secteur ou dans les secteurs que vous allez couvrir. Est-ce que c'est la robotisation? Est-ce que c'est les plateformes numériques? Est-ce que c'est l'intelligence artificielle? Puis quels sont les effets de ces changements-là sur les façons de travailler, les compétences, les qualifications requises, la charge de travail, l'emploi, l'environnement du travail. Donc, les changements que vous observez, puis les effets que ça peut avoir. Puis on va peut-être commencer avec Nathalie. D'accord. Alors, je vais parler principalement pour le secteur des communications, mais vous allez le voir, ce sont des changements qui vont aussi débouler sur d'autres secteurs. Le secteur des communications est évidemment celui qui va être aux premières loges des modifications qui touchent le numérique. Déjà, c'est un secteur qui a subi des impacts importants de la numérisation. On l'a vu avec les conflits de travail au Journal de Québec et au Journal de Montréal, entre autres, qui permettaient la délocalisation de l'emploi de façon virtuelle, si on veut. Mais il y a plus de virtualisation aussi qui s'en vient avec la virtualisation des réseaux. Et bien sûr, on subit déjà l'impact de l'émergence de plateformes numériques. On n'a qu'à penser à Netflix dans le secteur médiatique. Et tout ça, ce sera amplifié dans les prochaines années par l'arrivée de la technologie de transmission 5G et l'intelligence artificielle. Donc, la 5G, c'est une technologie de communication mobile, cellulaire, qui va permettre de grandes vitesses d'interaction entre les machines, qui va amener l'intelligence artificielle dans nos vies, mais également au travail, et également l'Internet des objets, donc de plus en plus d'objets connectés, de possibilités. Et le secteur des télécoms, comme je le disais, est aux premières loges. Donc, beaucoup d'emplois dans une première phase vont être créés pour installer ces nouveaux systèmes. Mais par la suite, ce qu'on voit, c'est un très grand changement dans l'organisation du travail. Ça prendra des qualifications différentes. On va passer d'emplois en technologie de l'information à des emplois davantage d'intelligence artificielle. Donc, il y a des enjeux de formation également et des catégories d'emplois qui pourraient complètement disparaître pour être remplacées par d'autres que nous ne connaissons pas encore. Par exemple, j'ai entendu parler dernièrement de concierge de données. Je ne sais pas exactement ce qu'il va faire, mais il va faire un certain ménage, une gestion des données que les entreprises vont posséder. Et tout ça, ça amène aussi une augmentation de la sous-traitance, c'est-à-dire qu'on virtualise les réseaux et ça permet de déplacer le travail et ça a des liens avec la mondialisation, évidemment. Un autre petit exemple, cette semaine, on était en conversation avec des gens du secteur universitaire qui nous expliquaient que beaucoup de techniciens voient leur emploi mis en péril. Par exemple, au département de dentisterie, il y avait des techniciens qui étaient spécialisés dans le fait de fabriquer les dents. Ils devaient donc avoir une technique très forte et des compétences très aiguisées pour produire ces dents-là. Bien, maintenant, les dents sont produites par une petite machine qui est capable de faire le travail de manière beaucoup plus précise, avec moins d'erreurs et de manière beaucoup plus rapide également. Donc, c'est peut-être moins des cas dont on entend moins parler que les grands cas des changements dans les communications, mais c'est aussi ce genre de préoccupation-là que les organisations comme les nôtres doivent avoir en tête. Est-ce que ça a un impact sur les qualifications aussi?
ce que vous observez dans le secteur universitaire? Forcément, la personne qui va s'occuper de la machine n'a pas les mêmes compétences que la personne qui s'occupait de produire là-dedans elle-même. Donc, effectivement, c'est ce genre d'impact que ça va avoir. OK, merci. Caroline? Oui, bien, je vais vous donner... là, j'ai choisi des exemples. Peut-être un exemple bien connu du public, c'est celui de la Presse Plus. Alors, on est passé d'une édition papier de façon quand même graduelle là, à une édition 100% numérique. Alors, l'employeur a créé une nouvelle entité légale pour gérer la Presse Plus. Notre premier travail comme syndicat, ça a été de s'assurer qu'on couvrait les travailleurs de la Presse Plus, de faire les ajustements au niveau de notre certificat d'accréditation. Bien sûr, on a créé des titres d'emploi qui étaient liés au numérique en même temps qu'on en a fait disparaître plusieurs. Il n'y a plus de livreurs, il n'y a plus d'impression, il n'y a plus de petites annonces, il n'y a plus d'abonnements, parce qu'on a notre tablette et on y va directement. Comme il y a eu une transition par étapes, pendant la transition, puis qu'on avait un modèle un peu hybride, bien là, on a connu plus d'emplois parce qu'il fallait implanter le nouveau modèle pendant que l'ancien n'était pas encore tout à fait disparu. Mais effectivement, au fur et à mesure, les emplois, il y a des types d'emplois qui ont disparu et il y a des emplois qui se sont transformés, dont celui de journaliste, par exemple, parce que le journaliste ne prenait pas de photos, filmait encore moins de vidéos. Il y a peut-être juste une quinzaine d'années, donc c'est toute une nouvelle façon de fonctionner. Pour les journalistes, ce qui est peut-être le plus exigeant, c'est que tout se fait maintenant en temps réel. Quand on écrivait pour la presse, mais il y avait une heure de tombée, puis soit que tu arrivais dans l'heure, puis quand tu arrivais après l'heure de tombée, mais c'était l'autre heure de tombée après. Donc là, c'est en continu. Parce que, bien sûr, il y a notre édition le matin, quand on va à la Presse Plus, mais il y a des mises à jour en continu. Donc ça crée une pression chez les personnes qui doivent faire ce travail-là. Et tout ça se fait en même temps qu'il y a une perte de revenus publicitaires. Parce que, oui, il y a de la publicité dans la Presse Plus, mais vous savez, si l'article est partagé 1 million de fois sur Facebook, bien, ça apporte exactement 0$ et 0 cents à la presse. Et la publicité que Facebook va générer, c'est Facebook qui va l'avoir. Donc ça, puis vous allez voir dans plein de secteurs, ça nous cause effectivement beaucoup de problèmes qui interpellent même la survie de ces médias-là. Et ce qui est intéressant avec la presse, c'est qu'on peut peut-être les accuser de plein de choses, mais certainement pas de ne pas avoir pris le virage. Ils l'ont pris le virage, ils l'ont bien amorcé, et malgré tout, il y a un problème de revenus. Donc ça, c'est un exemple. Un autre exemple, peut-être dans le secteur manufacturier, maintenant, les usines sont hyper connectées. Alors, un exemple qu'on peut vous donner, l'usine produit le produit X, il y a un problème une journée, il y a un bris mécanique, on le répare et là, on dit aux gens, bien, vous allez devoir faire du temps supplémentaire parce qu'on a notre cahier de charge à remplir, il faut que les commandes sortent. Bien, au bureau mère, quelque part, dans l'univers, on recevait un rapport hebdomadaire, puis on savait combien qu'on en avait sorti, puis le bris de la machine. Là, tout est hyper connecté, en temps réel. Alors, la machine brise, ils savent au bureau chef. Ils savent combien de temps ça va nous avoir pris pour l'avoir réparé, combien de temps on va avoir fait du temps supplémentaire ou on va avoir accéléré la cadence. Ils vont nous dire, bien, si vous avez été capable d'accélérer la cadence pour remplir le carnet de commandes, pourquoi vous ne travaillez pas toujours à cette cadence-là maintenant? Donc, ça, c'est un problème. On a aussi des usines qui peuvent opérer une autre usine à distance. Alors, on a ça à Grémont, à Montérégie. Ils ont la capacité d'opérer une usine à distance, puis vraiment à distance, à Seattle. Alors, ça, je dirais, c'est des gros exemples macro, mais bon, au CHUM, la distribution des médicaments se fait maintenant par des robots. Dans l'hôtellerie, vous savez, les gens qui font le plus d'argent avec les hôtels en ce moment ne possèdent aucune chambre d'hôtel. Ce sont les plateformes comme Booking et compagnie qui vont chercher un revenu. C'est un peu comme les GAFA, là, Google et compagnie, ils ne publient rien.
mais c'est eux qui vont chercher des revenus de publicité. Alors, les plateformes hôtelières, et ça, bien, ça crée une pression sur les revenus et ça crée une pression sur la charge de travail des gens qui sont dans les hôtels parce que il faut bien récupérer ces revenus-là. Évidemment, le commerce de détail est touché par le commerce en ligne et on voit venir les magasins sans personnel, où tout est électrique. Là. Ils sont capables, on rentre dans un magasin, puis avec notre téléphone, ils nous ont détectés, puis ce qu'on met dans notre panier, c'est enregistré sur notre téléphone, puis quand on repasse à la sortie, bien, on paye directement avec notre téléphone sur notre carte de crédit, donc voilà. On a eu des exemples aussi, ceux qui suivent un petit peu l'actualité, vous avez vu qu'on a une entreprise de transport qui s'appelle Demix, où on a donné à chaque chauffeur une tablette. Ils vont chercher leur chargement, par exemple, au port de Montréal, et là, on leur dit, pour vous rendre à tel endroit, bien, la tablette va vous déterminer le trajet le plus court. Et ça, c'est un exemple de choses qu'il ne faut pas faire. Probablement que les personnes qui ont implanté les programmes n'avaient jamais chauffé de truck de leur vie, parce que les trajets optimaux qui sont donnés sont parfois des trajets où les camions n'ont pas le droit de passer. Alors, ou carrément, ça ne passe pas, tu sais. Alors, et ça crée de très grandes insatisfactions. On a frisé l'arrêt de travail illégal parce que les chauffeurs s'étaient supposés améliorer leur productivité, mais là, on a vraiment un exemple patent où, quand les personnes qui font le travail sur le plancher des vaches ne sont pas impliquées, bien, le virage technologique à ce moment-là, bien, il a plutôt réduit la productivité plutôt que l'augmenter. Là. Merci. C'est des exemples très parlants, aussi bien de la part de Nathalie que de Caroline et de Dominique. Je trouve que ça montre bien, en même temps qu'il y a des transformations dans le travail, puis en même temps sur l'emploi, les effets ne sont pas toujours clairs. On va y revenir tantôt, mais ça crée des emplois, ça diminue. On a vu une présentation tantôt de Christophe de Grise, qui est de l'ITUI, de l'Institut européen syndical, qui montrait justement qu'il faut faire attention, ce n'est pas des vases communicants. Là. Donc, je pense que vos exemples l'illustrent bien. Pierre. Moi, Christian, je vais parler essentiellement dans le domaine manufacturier. Pour connaître le présent, vous savez, on est rendu à la 4e phase de la numérisation. La 3e qui frôlait les années 70. Moi, j'étais encore à l'école à l'époque. Mais c'était là que tout a commencé, puis qu'on a commencé à bâtir les conventions pour protéger les travailleurs et travailleuses pour leur futur. C'est-à-dire, c'est là qu'on a inclus beaucoup les changements technologiques. Parce qu'à l'époque, les premières interfaces numériques, je vais parler surtout pour les machinistes, quand il est arrivé les fameux tableaux XYZ, puis pour ceux et celles qui ne savent pas, c'est les déplacements des tables pour le machinage. Mais juste pour un machiniste qui était à l'école, qui a développé son métier, puis qui était super expérimenté, de voir venir cette interface-là, c'est un cadran, une TV, ça dépend comment est-ce qu'on veut l'appeler, comment je gère ça. Aujourd'hui, pour les nouveaux travailleurs, travailleuses sur le marché, c'est coutumier, c'est normal, mais dites-vous qu'à l'époque, c'est les machinistes conventionnels versus, qu'on les a appelés, après ça, les machinistes numériques, mais c'était tout un obstacle. Puis, vous savez que la plupart des multinationales développent pour justement être le plus rentable possible. Puis c'est ça qui est leur voie de succès, mais ce succès-là ne doit pas faire de victimes. C'est pour ça qu'on a mis beaucoup dans nos conventions. Ce n'est pas encore parfait parce qu'on les bâtit, puis on les bâtit, mais nous, on le voit de plus en plus. Je vais juste, vous avez compris qu'on représente, à titre d'exemple, un employeur comme Bombardier, mais un petit nouveau qui s'appelle Airbus, mais Airbus qui est très, très avancé dans sa technologie. Je vais vous donner un exemple. À l'époque, une machine-outil pouvait développer 6000 taux minutes pour produire, pour machiner sa pièce. Aujourd'hui, on ne parle pas d'acier, on parle d'aluminium ou d'alliage. On a des machines qui vont jusqu'à 22 000 taux minutes pour faire le même produit. C'est toujours le même opérateur. Est-ce qu'on peut appeler ça aujourd'hui un changement technologique? Non, mais c'est de la haute technologie. Il faut suivre, il faut mettre à jour nos gens pour pas qu'ils soient déplacés. Parce que je l'ai dit tantôt, à chaque fois qu'un nouveau travailleuse sort de sa formation, bien lui, il est arrivé avec ça. Oui, à titre d'exemple, la C-Series, puis je ne veux pas provoquer tout le monde, bien c'est nos membres.
Il y a des membres syndiqués, des membres non syndiqués, mais il y a plus de 2000 travailleurs qui sont au Québec, puis qu'on va s'organiser pour encore le développer encore plus. Mais aujourd'hui, la robotisation, on le voit. Il y a 20 ans, c'était l'être humain qui pouvait faire l'assemblage total de l'avion. Mais les premiers changements qu'il y a eu à l'époque, c'était des pièces où tu pouvais plus déplacer une main. On appelle ça une main, c'est un robot, parce que la pièce, à titre d'exemple, le cylindre d'un avion, c'est plus régulier que le cockpit ou j'ai que le nom en anglais, mais je vais vous le retrouver, la queue, excusez. Donc, aujourd'hui, avec la robotisation, puis le modèle de l'avion, tu peux rentrer des robots, des mains qui vont aller dans j'appelle ça des raccoins, parce qu'il y a des places, une main va là. C'est pour ça qu'il y a encore des gens qui sont blessés, mais on a fait évoluer les travailleurs sur cet emploi-là. C'est évident qu'il y a eu jusqu'à 12 000 emplois à l'époque au plan 1 de Ville-Saint-Laurent à Montréal. Aujourd'hui, on ne parle plus de 12 000 emplois. Il s'en sort autant d'avions, mais tout a changé. Vous avez parlé, ça, c'est la première chose. Et le numérique, à titre d'exemple, chaque poste a sa tablette pour justement signaler un effet ou une problématique qui pourrait arriver en cours de route. Et automatiquement, l'ingénieur ou le technologue a l'information. Anciennement, puis il y a encore des modèles d'avions qui sont comme ça, anciennement, tu faisais venir le technologue qui saisissait les données, qui allait voir l'ingénieur, qui revenait. Ça pouvait prendre, tout dépendant du temps ou de l'urgence. Souvent, on va dire la température de la pièce. Tu peux prendre 2 semaines, 3 semaines pour avoir une idée pour la réparer. Aujourd'hui, c'est automatique. C'est automatique que dans le bureau de l'ingénieur, sur son ordinateur, on n'est pas à travers des provinces ou des États, mais dans la même usine, puis dans un autre plan, mais à Montréal, peuvent tout de suite régler le problème à la source. C'est le même qu'on appelle ça. Mais aussi, on voit de plus en plus des pièces qui se déplacent avec des machines. Anciennement, c'était à nos travailleurs. Qu'est-ce qu'on essaie? Oui, c'est des problèmes à chaque fois, parce que ce qu'on essayait de faire depuis ce temps-là, c'est qu'il n'y ait pas, je l'ai dit en début, qu'il n'y ait pas de victimes dues à ce changement-là, cet acte-là. C'est pour ça qu'on met des paramètres. Puis, qu'est-ce qui est important aussi pour ceux qui vont échanger? Mais gênez-vous pas, ou ce qu'il y a une accréditation syndicale, d'inclure le syndicat dans l'équation, de les informer des changements. Parce qu'il n'y a rien de pire que quand tu l'as de travers dans la gorge, tu ne sais pas comment réagir, puis tu as l'effet de panique à tout changement. La peur d'avoir peur, elle s'inclut, puis elle se bâtit. Merci, Pierre. Donc, on voit quand même des changements quand même assez profonds sur la nature du travail. Puis, ce qui est intéressant aussi de voir dans les 3 cas, c'est la dimension temps. Comment ces nouvelles technologies-là, Nathalie en a parlé, Caroline en a parlé, toi, dans ton cas aussi, les machinistes, on sent que la dimension temps est très, très importante. France et Mathieu. Je vais y aller pour la première question. France prendra la seconde. Oui. La CSQ est présente en santé, en petite enfance, puis en éducation, en enseignement supérieur, comme le disait France. Je vais essayer d'imager un peu comme l'a fait Caroline avec des exemples concrets, de manière à éviter de tomber dans des grands intelligences artificielles, robotisation qui parlent peu au final, parce qu'on ne sait pas exactement les exemples concrets pour le travailleur et les travailleuses. Si en santé, je vais prendre à peu près 3 ou 4 catégories. Une catégorie des outils numériques, donc tout ce qui peut être tableau, tablette, ordinateur, iPad et autres comme les téléphones cellulaires, parce qu'on oublie souvent, mais la majorité des informations sont aussi traitées via le téléphone cellulaire, et puis on ne parle pas de robots. C'est aussi un critère à prendre en considération pour le coût d'acquisition d'une technologie qui est aussi très simple avec le téléphone cellulaire qui permet de faire beaucoup de choses. Donc l'introduction des outils numériques dans les milieux de travail, ça permet d'alimenter beaucoup de statistiques qui servent aussi à certains gouvernements, notamment les ministères, pour alimenter des données. La deuxième chose, c'est le téléphone cellulaire. Comme je le disais, c'était une des révolutions qu'on a pu constater. Beaucoup de personnes utilisent le téléphone cellulaire pour arriver à faire des tâches qui leur sont demandées, notamment si je prends le secteur de la santé et les soins à domicile, c'est obtenir une consultation rapide d'un spécialiste qui est à distance.
C'est aussi avoir une visioconférence en temps réel pour arriver à affiner un diagnostic ou un soin qui est porté sur un patient ou une patiente. L'utilisation des réseaux sociaux. Beaucoup de personnes consultent les réseaux sociaux pour avoir des conseils sur des protocoles à suivre ou des nouvelles façons de faire dans la santé, qui portent aussi toute une réflexion sur la crédibilité de l'information. Et puis des nouvelles méthodes d'ouverture des dossiers qui peuvent être l'ouverture des dossiers, par exemple aux urgences avec les empreintes digitales. Et donc toute une réflexion concernant la traçabilité de qui a ouvert quel dossier, à quel moment, qui a consulté quoi, notamment au niveau de la sécurité des données. Et puis la sécurité des données, ça vient aussi par la mise en ligne de l'ensemble des bases de données, que ce soit le dossier médical en ligne et notamment l'utilisation des données médicales pour faire de la médecine prédictive et donc l'utilisation de l'intelligence artificielle pour arriver à prédiagnostiquer certaines trajectoires de soins ou alors d'autres cancers en amont avec de l'imagerie et de l'intelligence artificielle. Au niveau de la petite enfance, c'est assez basique avec l'introduction des tableaux blancs interactifs qui permettent de gérer beaucoup plus facilement les allergies des enfants, d'avoir une traçabilité sur qui est allergique à quoi en temps réel, de le faire apparaître lorsqu'on est occupé et aussi notamment de la gestion des absences. Le dossier de l'enfant en ligne, donc maternelle 4 ans ou 5 ans, c'est pas le débat, mais d'arriver dès le début du parcours de l'enfant à être tout de suite informatisé, à saisir le maximum des données pour arriver à long terme à mettre en place un dossier de l'enfant qui traverserait l'ensemble du parcours scolaire de l'enfant. Et puis, vous l'avez certainement entendu parler, le guichet unique aussi pour l'inscription des enfants le plus tôt possible, mis en place par le gouvernement. Donc, c'est des nouveaux logiciels qui viennent pénétrer à l'intérieur d'un milieu et pour lequel il y avait une autonomie professionnelle qui était très grande, notamment sur la façon d'éduquer les enfants et puis la pédagogie qui était déployée. Et là, on impose une mise en concurrence des milieux sur l'offre qu'ils proposent à l'intérieur du milieu. Au niveau de l'éducation et de l'enseignement supérieur, il y a à peu près une année, on a démarré une large enquête à la CSQ pour essayer de documenter les transformations profondes que menait l'introduction des outils numériques dans les milieux. Et on a lancé cette enquête qui a eu un peu plus de 9000 répondants à travers les 7 fédérations qui sont présentes à la CSQ. Et on avait la particularité de couvrir tous les titres d'emploi. Donc les titres d'emploi qui sont d'abord les enseignantes et les enseignants, le personnel professionnel qui intervient au quotidien et le personnel soutien, notamment en informatique, qui permet de soutenir l'introduction et la mise en place des outils numériques dans les milieux. Ce qui a été vraiment intéressant en éducation, c'est qu'on a vu que finalement la tablette et les tableaux blancs interactifs ont été mis en place de manière assez radicale et notamment il y avait des questions de concertation dans les milieux qui n'ont peu ou pas été faites. Et donc c'était un impact direct sur les compétences numériques qui étaient exigées pour l'ensemble du personnel qui devait apprendre comment utiliser une tablette ou comment utiliser un tableau blanc interactif en même temps d'avoir la même responsabilité et la même charge de travail. Et là, on en a discuté un peu ce matin, mais on avait une addition de charges de travail qui était liée au numérique, et sans remettre forcément en cause est-ce que le numérique est un ajout à la méthode pédagogique, et est-ce que c'est un ajout positif à l'apprentissage et la motivation des élèves. Donc ça, c'était à peu près pour couvrir les quelques exemples de changements. Si je regarde les impacts sur la deuxième partie de la question de Christian, c'était d'abord, on a à peu près 5 constats où il ne faut pas non plus se positionner comme étant uniquement techno-pessimiste et voir que du noir dans l'introduction des technologies. Il faut avoir cette capacité de faire un peu l'hélicoptère et puis d'avoir une double vitesse où on peut dire oui, il y a des améliorations avec l'entrée de telle ou telle technologie, mais il y a aussi des aspects négatifs. Et le positionnement, en tout cas que la CSQ essaye d'avoir, c'est on est pour la technologie, et on l'a vu dans l'enquête qu'on a menée, il y avait 97% des répondants qui sont favorables ou très favorables aux technologies et aux outils numériques. Donc l'ensemble des milieux sont favorables. Ce qu'on essaye de prôner dans le discours, c'est la mise en œuvre doit être accompagnée. Et c'est là où il doit y avoir quelques aspects négatifs qui doivent être encadrés et la promotion aussi des aspects positifs pour ne pas tout le temps se faire taper dessus. Et donc dans, grosso modo, les 5 choses que je voulais transmettre, c'était il y a un impact sur la tâche. Donc on voit qu'il y a des tâches
qui ont été améliorées. Il y a une meilleure communication, l'introduction du courriel, les chercheurs universitaires aussi l'ont vu, l'introduction du courriel dans les métiers qui change énormément la dynamique des relations, soit avec le public, soit avec les étudiants, mais aussi avec les collaborateurs et les autres métiers qui entourent les professions. Donc là, on a une amélioration et les tâches deviennent de plus en plus diversifiées. On a vu aussi au niveau de la question du temps, le temps de travail devient un critère qui est de plus en plus compressé. La frontière entre la vie personnelle et la vie professionnelle est de plus en plus mince. La technologie permet de transporter une charge de travail à la maison, que ce soit la consultation des courriels, que ce soit la saisie de notes via des nouveaux logiciels administratifs de gestion de la donnée, ou alors même répondre simplement à des parents qui écrivent à 18h ou à 19h le soir et qui veulent une réponse pour le lendemain à 8h. Un impact aussi sur la formation, c'est-à-dire que la formation est généralement déployée rapidement, mais c'est une formation de base, donc qui répond à un besoin de mise en place directe d'une technologie, c'est-à-dire voici la manette, voici comment ça s'allume, merci, bonsoir. Et il n'y a pas forcément des formations qui sont adaptées par rapport au milieu de travail et avec une durée permettant et l'apprentissage dans le milieu, mais aussi un délai d'apprentissage plus long en fonction de l'individu qui est formé, car on n'a pas tous les mêmes compétences numériques, et cette fracture numérique commence à se faire ressentir dans les milieux. Question de compétences, les compétences numériques, on en parle beaucoup. Quand on demande aux gens de les définir, des points d'interrogation arrivent, et quand on demande de les définir par rapport à un milieu, on est encore à une échelle où c'est beaucoup plus délicat d'arriver à mesurer et à essayer d'apporter des solutions concrètes avec des formations adaptées par rapport à cette déficience de compétences. Dernière chose, consultation, accompagnement, à discuter. Merci. Est-ce qu'il y aurait des questions dans la salle de précision sur la nature des changements en cours dans les secteurs? On pourrait prendre quelques questions. Si vous n'avez pas de questions, on pourra attendre, mais sinon, les types de changements en cours, l'impact que ça peut avoir, ou sinon, on va garder ça pour la fin. Mais je me demandais, je parle à Nathalie, Dominique, Caroline et Pierre. Mathieu nous dit que 97% dans son sondage, les gens sont pour, puis voient ça positivement. Vous avez le pouls de vos membres, vous savez. Est-ce que c'est à peu près la même chose dans ce que vous voyez, Nathalie, Pierre et Caroline, dans vos milieux de travail? Parce que ça peut dépendre des types de professions, ça peut dépendre des secteurs. Comment les gens réagissent? C'est-tu plus de la peur? Comment ils voient ça, Nathalie? Les gens voient ça généralement assez positivement, jusqu'à ce qu'il y ait des impacts négatifs vraiment dans leur travail. C'est-à-dire qu'on essaye de regarder l'avenir avec positivisme pour continuer à avancer. Et de toute façon, on ne peut pas freiner les changements technologiques. C'est un peu la réflexion qu'on s'est faite. Mais il faut s'assurer que les conditions de travail sont adaptées à ces changements-là. Et quand j'entendais Mathieu parler tout à l'heure, je me disais, il y a toute la question de la littératie numérique. Et ça, c'est à tous les niveaux. Je pense que dans le secteur des communications, c'est peut-être un secteur qui est plus familier avec des changements technologiques. Et donc, la routine de former les employés sur des nouveaux équipements, c'est peut-être un peu plus là que ce que je vois dans le secteur de l'éducation pour avoir un conjoint qui est prof. Mais il n'en demeure pas moins qu'il y a toutes sortes d'aspects aussi de ces transformations numériques-là. Caroline parlait tantôt de la presse plus. En télé, c'est un peu la même chose, c'est-à-dire que l'envahissement de plateformes étrangères amène, baisse de revenus publicitaires, mais là, ça a toutes sortes de conséquences. Là, la roue tourne. Je disais ce matin, Postmedia qui a encore une très lourde perte. Là. J'ai oublié le nombre de millions, 23 millions, je pense, de pertes au 4e trimestre. Donc, ça remet carrément en question la survie des entreprises, mais je ne sais pas à quel point les employés sont conscients de la gravité de la situation. Donc, voilà. Dominique, tu rajouter ou Caroline? Bien, tout ce que je voulais ajouter à ça, c'est qu'effectivement, il y a un enthousiasme. Puis à l'opposé de ça, les chauffeurs d'autobus, par exemple, qui, eux, voient l'automatisation des autobus comme un très grand risque à leur emploi directement, qui seront peut-être plus difficiles à requalifier dans ce même genre de secteur-là. Donc, pour eux, c'est cette peur du cul-de-sac, essentiellement. Okay. Caroline, est-ce que chez vous, les gens sont enthousiastes, heureux et attendent les changements technologiques? Ou Ça dépend à quel titre on leur pose la question, parce que si c'est à titre personnel, puis personne, je pense, se passerait, par exemple, de son téléphone intelligent. Hein. Ça, c'est une chose. Dans le milieu du travail, c'est certainement plus nuancé, mais je pense que ce sur quoi les gens sont le plus critiques, c'est entre ce qui est promis et ce qui est livré.
d'une part. Puis, c'est pas l'effet panacée. Bon, je donne l'exemple d'un tableau blanc, là. Moi aussi, je suis enseignante. Je suis devenue syndicaliste, j'ai mal tourné, mais bon. Ton fameux tableau blanc, si les enfants arrivent à l'école et ils n'ont pas déjeuné, bon, ton fameux tableau blanc, si tu n'as pas le support technique, s'il brise puis tu n'as pas les budgets pour les faire réparer, bien, souvent, tu n'as même plus ton tableau traditionnel pour écrire. Alors, tu te retrouves dans une position même moins intéressante qu'avant que la technologie soit introduite. Alors, il y a ça aussi, quand il n'y a pas le support technique, quand il n'y a pas les budgets pour réparer, quand il n'y a pas les budgets pour mettre à jour, souvent, on devient dépendant de ces ressources-là. Puis, quand il y a un bris quelque part, on devient dans une situation pire qu'avant l'introduction de la technologie. Donc, il faut faire attention, je pense, au discours vendeur ou de promotion. Là. Il y a les conditions idéales, puis les milieux de travail sont rarement tout le temps dans des conditions idéales. Pierre, chez vous, à la MTA? Moi personnellement, je ne vois pas des gens... La réticence au changement, c'est pas ça qui blesse. C'est pas là que le monde, on part, c'est vers l'inconnu. Dans quoi je m'embarque? Quelles conséquences qu'il va y avoir? Donc, à chaque fois que j'ai effleuré le sujet, à chaque fois que l'information est bien diffusée, à tous les niveaux, bien expliquée, les conséquences. Tu ne déshabilles pas Minou pour habiller Pitou dans ça. Là. Il faut que tu protèges ou tu protèges le travailleuse qui est à l'emploi depuis plusieurs années, que lui, il n'a pas cette mise à niveau. On donne souvent l'exemple des tribunaux. Hein, un menuisier, c'est encore un menuisier qui a échangé son marteau manuel versus un marteau pneumatique. Il a vu les conséquences, il les bienfaits. Oui, tu vas me dire qu'il rentre plus de clous à la minute, je suis d'accord, mais il y a une conséquence à son corps aussi. Quand tu arrives à un âge avancé, tu as roulé toute ta vie, puis tu sais que c'en est un domaine très demandant, mais c'est la même chose. Nous, on fait beaucoup d'assemblage. L'assemblage, vous savez, vous prenez tous l'avion, mais chaque avion a beaucoup de rivets. Mais ça, c'est encore fait par l'être humain. Mais la machine commence à s'inclure. Mais quand tu expliques, nous, on appelle ça des assembleurs, là, pour que, tu sais, je suis dans mon domaine, puis je ne penserai pas vous perdre, mais un assembleur, c'est celui qui, souvent, vulgairement, on dit, il fait un trou, puis il le remplit, il fait un trou, puis il met un rivet pour qu'il y ait une solidité à l'avion. Donc, c'est tout, juste pour vous dire, ceux qui sont dans le domaine, puis on vit toute la même affaire, eux égard notre domaine. Il y a beaucoup de mouvements à répétition qui est fort soutenu. C'est du perçage, c'est du rivetage. L'assembleur, c'est d'autres choses. Le machiniste, c'est d'autres choses. Mais quand il est arrivé à la machine, la mise à jour s'est faite en utilisant ces gens-là, qui n'a pas eu de conséquences non plus avec des mises à pied massives. Est-ce qu'il y a plus d'assembleurs? Je vais vous dire non. Mais si tu regardes les premiers avions, l'Avro qu'on faisait dans les années 50, puis aujourd'hui, avec la C-Series, ça ne se compare plus. Il faut, nous, qu'est-ce que les membres nous disent? Il faut évoluer avec le produit. Il ne faut pas mourir avec l'évolution d'un produit. Il faut grandir avec. C'est ça qui est important de tenir aussi. Merci. Là, on va passer au défi. Hein? Quel type de défi posent ces changements-là en termes économiques, éthiques, sociaux ou autres? Et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre par vos syndicats pour composer avec ces défis-là? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour essayer de faire face à ces défis-là? Et là, je vois que Dominique is ready. Pour nous, le principal défi qu'on observe, c'est défi pour nos membres, pour les travailleurs. C'est celui qui est associé à la polarisation du marché du travail, où on observe essentiellement qu'il y a des emplois qui sont hautement qualifiés, très bien rémunérés, et à l'opposé, des emplois qui sont précaires et très faiblement rémunérés. Puis la conséquence de ça, c'est que les emplois intermédiaires sont moins fréquents, puis donc il y a un affaiblissement de la classe sociale. Donc, la détériorisation des conditions de travail s'observe à travers des emplois qui sont plus précaires, donc des postes qui sont atypiques, du temps partiel, des emplois temporaires. Donc, les gens sont obligés de cumuler les emplois pour arriver dans des tâches, dans des emplois aussi qui sont plus faiblement rémunérés parce que, comme on le disait tout à l'heure, les tâches sont plus simples, ne nécessitent pas le même genre de formation, les tâches sont beaucoup moins complexes. Puis, également, des emplois qui sont parfois plus aliénants parce que l'être humain,
se retrouvent à être au service d'une machine. Donc, il y a un défi éthique aussi dans ce département-là, parce que habituellement, c'est plutôt les machines qui servent l'être humain et pas le contraire. Donc, pour nous, l'objectif, c'est vraiment d'arriver à travailler avec les partenaires, les entreprises, les gouvernements, pour s'assurer qu'on puisse permettre à nos membres de bénéficier de la formation, du soutien qui est nécessaire pour qu'au lieu qu'ils se retrouvent à être tirés vers le bas, à soit rester dans la classe d'emploi intermédiaire ou, encore mieux, pouvoir monter vers un des emplois les plus qualifiés et donc très bien rémunérés. Je ne sais pas si tu as de quoi ajouter. Non, ça va aller. Moi, je dirais qu'il y a deux grands défis pour les syndicats. Il y a les défis syndicaux-syndicales, c'est-à-dire de la convention collective. Il faut faire attention aux conventions collectives de longue durée. Si on signe une convention pour 7 ou 10 ans, la technologie, ça vire vite, donc on n'aura pas le temps de s'ajuster. Il faut s'assurer que dans nos conventions collectives, il y a des clauses de changement technologique qui font en sorte que dès qu'un changement technologique est envisagé, on doit être informé. Ça doit être un sujet de discussion en comité de relations de travail. On doit faire les ajustements nécessaires. La formation et la formation sont aussi au cœur de. Puis la formation en usine, la formation de base, c'est drôle, c'est mon deuxième colloque sur la 4e révolution industrielle cette semaine. Et mercredi, j'étais avec quelqu'un de la Fédération des cégeps du côté patronal qui disait, bien, avec les changements technologiques, ce qui est plus important pour les cégeps, c'est peut-être pas tant donner une formation ultra spécialisée, ça va trop vite, c'est de donner encore une meilleure formation générale, parce que c'est de ça dont les travailleurs, les travailleuses vont avoir besoin pour pouvoir s'ajuster. Mais il faut vraiment s'assurer que les gens ont une formation. On a 30% d'analphabètes fonctionnels au Québec, donc la numératie, la littératie, c'est très important. Dans tout ce qui est le contrôle à distance, le rapport de force aussi, si moi je suis capable de contrôler l'usine à Seattle et que Seattle est capable de contrôler mon usine à Montérégie, qu'est-ce qui arrive si moi je vais être la grève à Montérégie? Donc il faut s'assurer, ça a été fait par le syndicat, de se doter de clauses par rapport à ça. On a parlé évidemment de la frontière mince, peut-être qu'elle est plus poreuse même que mince entre le travail et la vie personnelle. Puis je donne toujours l'exemple suivant. Probablement partout où vous travaillez, les employeurs ont émis des directives quant à l'utilisation des outils informatiques, puis que, bon, c'est pour l'usage du travail, c'est pas pour l'usage personnel, puis on ne peut pas aller sur Facebook, puis encore moins sur des sites pornographiques sur le temps du travail. Mais moi, je n'ai pas vu, puis je demanderais l'inverse, une politique qui encadre le fait qu'on prenne nos courriels le soir à la maison et qu'on y réponde. Hein? Alors, il n'y a comme pas d'effet miroir. On veut contrôler l'utilisation des outils de travail quand on est au travail, mais pas quand on n'y est pas. Et ça, le droit à la déconnexion, par exemple, c'est quelque chose qu'on doit regarder. Toute la santé et sécurité au travail. J'ai parlé de cadence tout à l'heure, mais travailler avec des robots qui sont collaboratifs. C'est toute une autre dynamique là, quand ça va vite, qu'il y a des grosses charges, par exemple dans les entrepôts, tout ça. Il faut le cadenassage, hein, parce qu'on dit aux gens, bien, quand vous travaillez dans une usine puis qu'on doit rentrer quelque part dans la machine parce qu'il y a quelque chose de bloqué, bien, vous la cadenassez puis c'est vous qui avez votre clé. Il n'y a personne qui va pouvoir partir la machine puis vous couper un bras ou une jambe. Mais encore une fois, si je suis capable de tout faire ça à distance avec une seule personne qui fait ça pour un nombre X d'usines, mais c'est quoi l'impact sur ma santé et sécurité? L'impact sur la santé mentale aussi, parce que ça peut créer de l'insécurité par rapport à tout ça. Donc ça, c'est tout, puis je le fais rapidement, là, mais tout ce qui est le volet syndical. Mais il y a le volet sociétal aussi. Qu'en est-il de nos lois du travail? On a renouvelé les normes du travail dernièrement. Il n'y avait rien sur le droit à la déconnexion, même si on en a parlé. Qu'en est-il du Code du travail, la notion d'établissement? La notion de briseur de grève ne s'applique que à l'établissement ou au lieu de travail. Mais quand tu peux faire le travail de n'importe où, bien, tu peux avoir des briseurs de grève qui ne traversent pas de ligne de piquetage, qui ne sont pas dans l'établissement, mais qui font le travail des syndiqués. On n'a pas de politique industrielle au Québec. La CSN en a une. Elle a presque 10 ans. On la promène un peu partout, on la met à jour, on la publicise, mais on pense que ça serait le rôle des gouvernements d'avoir une politique industrielle. La politique d'éducation des adultes date de plus de 10 ans.
Donc, il faut renouveler cette politique-là. Dans le discours public, vous entendez toujours les employeurs se plaindre de ce qu'on appelait la loi du 1 % qui obligeait les entreprises d'un certain niveau de masse salariale d'investir 1 % de leur masse salariale en formation. Et on a réduit les obligations quant à ce 1 % comme une peau de chagrin. De moins en moins d'entreprises y sont assujetties. Et à chaque fois, le discours patronal, malgré le défi technologique dans lequel on est, eux, ils voient ça comme une taxe sur la masse salariale. Ils ne voient pas ça comme un investissement. Évidemment, ils font des revendications contre. Notre rôle syndical, c'est de dire non, c'est important de maintenir ça parce que c'est ça qui maintient les emplois. Dans un contexte de rareté de main-d'œuvre, il faudra voir là, ce qui sera fait parce qu'on a des défis. On a des défis par rapport aux gens moins scolarisés, par rapport à des gens qui sont exclus du marché du travail, par rapport aux travailleurs et aux travailleuses immigrants. Donc, c'est tous des gens pour qui la formation va être importante, sans compter évidemment les gens qui doivent suivre le train. Mais c'est clair que si on rentre dans le paradigme de la fameuse formation tout au long de la vie, c'est un rôle pour l'État, c'est un rôle pour c'est pas juste une responsabilité des travailleurs. Il y a un rôle pour l'État, il y a un rôle pour l'entreprise aussi là-dedans. Merci. Pierre? Je commençais. Les conséquences, j'ai l'impression que je vais avoir dû réchauffer un peu. Les conséquences, c'est qu'il ne faudrait pas, à quelque part, dire à un travailleur avec beaucoup d'ancienneté, âgé, dire, ça termine ton emploi, puis ça a des impacts sur sa vie, sur sa pension, peu importe. Et aussi, oui, il y a une responsabilité de nos conventions. Qu'est-ce que je m'aperçois, Christian, c'est que dans les changements technologiques, il y a de la haute technologie qui s'inclut dans cette équation-là, aujourd'hui, qu'il faut vivre, que ce soit le numérique. Mais tu sais, on change la technologie, mais j'expliquais les machinistes. En 2002, juste pour vous dire, quand il restait 58 machinistes conventionnels sur les 600, là, et puis quand on est arrivé, puis dites-vous que les premières phases, pourquoi il restait 58, c'est qu'il y en avait encore des machines. Puis un jour, l'employeur a décidé de faire un virement à 180 degrés, puis on s'en va tout sur le numérique, contrôle numérique surtout. Ces gens-là, on les a mis à jour, on les a formés, on a développé des formations. Puis pour aider, tu sais, on va se dire, là, il y avait des gens de 28 ans, mais d'ancienneté, c'est beaucoup pour ces gens-là, puis de dire, je m'en vais où? Je change mon milieu, je change mon environnement. Donc, on a fait des formations locales, adaptées, où ce qu'on pouvait garder puis manger à la même place avec les mêmes confrères, consoeurs de travail. Puis ça, c'est important. Puis je suis d'accord avec la consoeur, parce que le législateur, on ne veut pas faire de la politique, mais il va falloir qu'il prenne sa responsabilité de dire on veut développer du budget pour aider les employeurs, mais pas pour encore plus développer la business, là, mais pour aider à mettre à jour nos gens, nos travailleurs et travailleuses, parce que c'est important, ça. Puis tu sais, je l'ai dit tantôt, quand tu sors de l'école, de retourner à l'école, tu sais, comme moi, je suis tout émerveillé, parce que ça fait bien longtemps que je suis sorti, puis je trouve ça beau encore, mais de retourner sur un banc d'école, c'est une difficulté psychologique aussi, puis un défi, oui. France? Alors, à la CSQ, on a fait le choix l'an passé de documenter la réalité des milieux de travail. Ça nous apparaissait essentiel. Puis, on savait que le numérique, ça date quand même depuis fort longtemps. Les premiers ordinateurs dans les écoles, ça fait 40 ans que c'est là. Alors, ce n'est pas des nouveautés, mais il y a on voulait savoir qu'est-ce qui se passait et on a eu l'impression au début qu'on était peut-être un peu en retard de quelques années, qu'on aurait dû déjà amorcer ce travail-là, parce qu'on ne prenait pas la mesure des conséquences sur le travail et sur les transformations du travail, et l'enquête nous a permis de faire ça. Et pour nous, le défi, c'est justement de poursuivre et de documenter qu'est-ce qui se passe dans les milieux, parce qu'on appréhende des transformations importantes du travail, des milieux de travail. Vous savez, dans les services publics, notamment à la CSQ, en éducation particulièrement, il y a de 50 à 75 des postes qui sont des postes atypiques et précaires. Avec l'enquête qu'on a faite à la CSQ, on a constaté que fort probablement, il y aurait un ancrage encore plus fort de ces postes atypiques et précaires. Et depuis de nombreuses années, on couvre très peu cette réalité-là. Et ça, c'est inquiétant parce que ça peut devenir une norme. On va travailler de cette façon-là, on va travailler à la maison. Et
il y a un glissement du travail rémunéré vers du travail non rémunéré parce que le travail que les gens font chez eux le soir, ils le font sur leur temps personnel. Ce qui nous a aussi surpris, c'est de voir comment le personnel de soutien, ce qu'on n'appréhendait pas, les enseignants, on le savait, c'est une notoriété publique, les enseignants corrigent chez eux le soir, mais que le personnel de soutien maintenant, avec les outils numériques, avec leur cellulaire, pouvait travailler de la maison. Alors, il y a vraiment, effectivement, une situation de transformation du travail. L'an passé, quand on a fait l'enquête, on n'était pas dans l'application du plan d'action sur le numérique du gouvernement du Québec. Le ministère a lancé en mai 2018 un plan d'action numérique en éducation et en enseignement supérieur, en ayant en tête notamment, ce plan-là suivait la première stratégie numérique du Québec, en ayant en tête que le secteur de l'éducation et de l'enseignement supérieur, c'est le secteur qui va former les enfants, mais qui va former aussi les adultes pour leur permettre de développer leurs compétences numériques. Alors, dans l'année qui vient, il y a un déploiement puis une mise en œuvre du plan d'action sur le numérique qui est en train de se faire à une vitesse grand V avec des nouveaux outils numériques, des nouveaux projets. On parle des tablettes, bien sûr, pour les écoles, c'est nouveau. Dans certaines écoles, ils en avaient. On parle aussi des robots pour la programmation et on parle de laboratoires créatifs. Et nous, on appréhende effectivement une transformation plus significative du travail encore parce que les laboratoires créatifs, on ne parle plus nécessairement d'enseignants, on parle de guides à ce moment-là. Il y a des frontières de fonction. Avant, il y avait le personnel de soutien dans les conventions collectives fait telle tâche, le personnel professionnel fait d'autres tâches. Et on appréhende qu'il va y avoir une confusion, il va y avoir on va redessiner ces paradigmes-là. Alors ça nous pose des défis importants parce que le plan d'action sur le numérique en éducation et en enseignement supérieur, c'est un plan d'action avec beaucoup d'argent, au-dessus d'1 milliard. 90% de ces argents-là sont décentralisés. Et qui dit décentralisation, dit autonomie. Les établissements sont maîtres d'œuvre pour choisir ce qu'ils font, mais aussi ça développe chez le gouvernement une espèce de cécité. Alors, ils ne voient pas ce qui se passe. Nous, notre défi, c'est de rendre visible justement qu'est-ce qui va se passer dans les milieux pour que le gouvernement voie les écarts, puis prenne la mesure, puis qu'on évite les dérives au niveau de la transition numérique. Et par ailleurs, ça va nous amener, parce qu'on est dans le secteur public, puis éventuellement, il y aura une négociation nationale, à poser des questionnements sur les revendications. Et là, on a un autre défi, c'est-à-dire que, comme on le disait, comme l'amenait Mathieu, les gens sont favorables aux outils numériques. Les gens, 76%, presque prennent du temps personnel pour travailler, pour se former, pour maîtriser. Alors, on est pris devant des revendications qui, habituellement, on les formule ainsi. On va interdire les formations en dehors d'eux. On ne fera pas ci, ça n'aurait pas d'allure. Il n'est plus question qu'on utilise nos outils personnels. Ce qu'on constate, c'est que nos membres, de toute façon, vont le faire. Les gens aiment ça, trouvent que c'est important, trouvent que ça aide les enfants à l'école, trouvent que ça aide les jeunes. On a fait une enquête dans les établissements privés. On a constaté que les enseignants répondaient tout le temps, 7 jours semaine aux élèves, parce que c'est des travailleuses et des travailleurs qui sont dédiés à la mission de l'éducation. Alors, ils sont disponibles pour les jeunes. Et ça, c'est un clivage. On veut éviter le clivage dans notre milieu entre ceux qui sont pour et ceux qui sont contre, divisés, avoir des revendications qui ne feront pas l'affaire de ceux qui sont pour ou avoir des revendications qui ne feront pas l'affaire de ceux qui sont contre. Ce qu'on souhaite, ce qu'on pense, c'est qu'il faut que les solutions émergent du milieu. Il faut trouver des solutions collectives, revoir, moi j'appelle ça revoir l'architecture des conventions collectives. Vous savez, les conventions collectives, ils sont conçues sur un modèle de travail à temps plein. Quand dans nos réalités de travail, on est à plus de 50% au moins, en tout cas à la CSQ, des gens qui sont en situation de travail atypique et précaire, on n'est plus dans le temps plein. Ils sont conçus pour du travail sur le milieu de travail quand on risque de ne plus être sur le milieu de travail. Alors, ce ne sera plus une question pour nous de patcher des trous dans les conventions collectives, c'est de dire comment on fait face à cette transformation dans le milieu du travail, comment on est capable de défendre nos membres, comment on est capable de répondre à nos besoins. Et ça, je n'ai pas la réponse, on ne l'a pas encore, mais on pense que c'est un effort collectif qu'il faut faire. Il faut que tout le monde, et même les chercheurs dans les écoles de relations industrielles, remettent en question ces enjeux-là. On étudie souvent, on fait des travaux sur la précarité, on va faire des travaux sur le numérique, on va faire des travaux sur les impacts de telle technologie, mais comment c'est conçu, les conventions collectives, comment on peut faire qui vont vraiment être des outils qui représentent la nouvelle organisation du travail, les nouveaux modèles de gestion,
Parce que on est présentement, c'est construit sur des postes de travail, sur des tâches précises, sur des compétences X, avec un salaire au bout. Et finalement, les compétences se complexifient, on en demande plus aux gens, les salaires ne bougent pas, les gens vont faire le travail de l'un et l'autre. Ils seront peut-être en temps réel à la maison, vont enseigner à distance. On parle de projet pilote d'enseignement à distance pour les jeunes au primaire. Alors, il y a une réalité qu'on appréhende. On appréhende dans le sens, pas qu'elle est en soi négative, mais parce qu'il va falloir se donner les outils pour répondre aux besoins de nos membres. Et nos membres, force est de constater qu'ils sont favorables à ça, qu'ils le font, même si on leur disait de ne pas le faire. Alors, c'est les défis, quant à nous, qui nous semblent les plus importants pour les prochaines années. Merci, France. Nathalie, tu voulais intervenir? Pour des secteurs comme le secteur des technologies, des télécommunications qui sont à l'avant-plan, disons, de ces changements-là, la rapidité aussi des changements, c'est un problème parce que quand on veut, par exemple, adapter les lois du travail ou d'autres lois qui ont un impact sur le travail, comme la loi sur la radiodiffusion ou la loi sur les télécommunications, il y a une espèce de... il y a un décalage entre la rapidité à laquelle avance l'entreprise, si on veut, et la lenteur des gouvernements, par exemple, à procéder à ces changements-là, et la lenteur aussi, le temps qui est nécessaire pour procéder à des consultations, parce que ça, c'est un autre défi. Ça demande une concertation, à mon avis, autant d'acteurs sociaux que de syndicats, que d'employés, que d'entreprises et de gouvernements, pour déterminer de quelle façon on va continuer à avancer dans cette transformation numérique-là, parce que c'est une nouvelle façon de concevoir complètement l'économie dans certains cas. Si on pense aux données, par exemple, qui sont utilisées largement par certaines industries, certains secteurs, si on regarde Google, par exemple, qui utilise énormément de données et des données personnelles aussi. Alors, comment on fait pour s'assurer de protéger nos données personnelles, mais aussi comment on fait pour s'assurer d'avoir les données nécessaires à la poursuite de nos activités. Par exemple, dans le secteur des communications, en télévision, on avait des codes d'écoute depuis des années sur lesquels étaient basés des systèmes de subvention. Bien, on n'a plus accès maintenant à ces données-là sur le numérique parce que c'est devenu complètement privé. Donc, comment on s'assure que les données privées reviennent dans le giron public? Ça, c'est un autre défi. Parce que ça soulève toute la question de l'éthique aussi. Exactement. Ouais. Et est-ce que vous êtes confronté dans vos milieux de travail, parce que j'ai été dans certaines entreprises, notamment dans l'aérospatiale, où l'employeur me disait, finalement, ce que je produis, les pièces que je produis, c'est pas ça qui est intéressant, c'est pas avec ça que je fais de l'argent, c'est avec les données que je cumule, que je suis capable ensuite de vendre sur le marché. Et donc, comment on peut faire, comment vous faites face à ce défi-là de l'éthique? Y a-t-il des solutions qui ont émergé dans vos syndicats? Où est-ce que ça se pose? Où est-ce que les gens sont préoccupés par ce genre? Surtout dans votre Nathalie, j'imagine que vous, ça doit être un domaine, une question qui doit préoccuper beaucoup votre membership. Sans doute Caroline aussi, ça doit être des questions qui sont importantes. France aussi, vous avez un peu parlé, mais c'est souvent des éléments qu'on garde en arrière. Hein. On parle des défis économiques, on parle des défis sociaux. Puis ce défi-là éthique, souvent, il est un peu mis de côté. Je ne sais pas si vous avez... Je vous lance une question comme ça du champ gauche. On avait déjà eu le débat, par exemple, des caméras sur le lieu de travail. Puis on disait, bon, la caméra peut filmer ce que je fais, mais pas moi comme individu. Là, puis, tu sais, elle peut filmer le produit. Bon. Puis on essaie d'appliquer la même logique parce que quand les gens travaillent, puis ils ont des cartes magnétiques, leur déplacement à l'intérieur, par exemple, d'une entreprise ou d'un entrepôt est connu seconde par seconde. On sait combien de fois par jour je vais aux toilettes, combien de temps j'y passe, combien de temps j'ai passé dans telle allée ou dans telle autre allée, ça m'a pris combien de temps à descendre le truc, bon, etc. Donc, là, on peut négocier des clauses comme quoi ces données-là ne peuvent pas être utilisées de façon disciplinaire, par exemple. Ça fait partie des outils syndicaux là, qu'on a, mais c'est un défi. Puis on est aussi dans le défi de sensibilisation des membres parce que ça facilite la vie. Il y a plein de choses qui facilitent la vie. Et on ne se rend pas compte du nombre de données qui sont accumulées sur notre propre personne. Là. Donc, oui, il faut avoir ça en tête tout le temps. Mathieu, tu voulais-tu intervenir là-dessus ou... J'ai vu que tu étais en train d'écrire, j'ai sans doute qu'il est en train d'intervenir là-dessus. Je ne sais pas si c'est brillant, mais j'écrivais quelque chose.
Il y a toute la question de qui consulte les données, quelles données sont traitées, à quelle fin. Au niveau médical, ça reste quand même des données très sensibles, mais aussi au niveau de l'utilisation des données. Est-ce que ces données vont servir à des fins d'assurance pour arriver à mieux estimer ou mieux jauger des primes d'assurance, puis que ce soit dans le quotidien, avec les téléphones, avec les voitures connectées ou avec nos données biologiques, ça pose des questions quand même. Et je pense que la réponse est plus l'information. C'est la mise en place d'un système, oui. Après, l'information qui est donnée sur les critères de confidentialité, les critères d'accès, à quel moment, combien de temps seront archivées les données, par qui ça sera archivé, est-ce que c'est une structure publique, est-ce qu'un partenariat privé-public, est-ce que c'est des fins uniquement privées et commerciales. Je pense qu'il y a plus un débat d'avenir citoyen à avoir sur l'utilisation des données, peu importe de quel secteur elles viennent. Entre autres par la réglementation. Donc, il faudrait absolument qu'il y ait des directives qui soient même supranationales. Là. Idéalement, il faudrait que ce soit un consensus mondial de l'intelligence artificielle. Donc, comment on utilise cette intelligence-là, à quelle fin, que ce soit toujours l'humain qui soit, comme disait tantôt Nicolas Dominique, que ce soit au service de l'humain et non pas l'inverse, mais aussi pour tout ce qui est question de sous-traitance. Nous, on voit la délocalisation des emplois dans d'autres pays carrément. Alors, si les entreprises peuvent magasiner le pays où les conditions de travail sont les moins bonnes, bien, on n'a pas fini. On est déjà dans une logique comme ça là, depuis que la mondialisation s'est installée. Mais ça va n'aller qu'en s'amplifiant si on ne met pas de balises maintenant. Parce qu'on voit, je ne sais pas si vous avez vu ça dans vos syndicats, mais on voit aussi des entreprises qui passent par les opérateurs, puis qui vont aller chercher, ils vont sur le cloud, puis ils vont chercher des travaux, vont chercher du travail qui est fait un peu partout à travers la planète sans que ce soit... Donc, ça, c'est dur à réglementer. En revanche, en tout cas, c'est un peu le constat qui se dégageait des discussions, alors que lorsque le travail est quand même localisé, là, il y a peut-être la régulation est peut-être un petit peu plus facile. Est-ce qu'il y a des questions? Vous pensez à des questions? Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions pour nos interlocuteurs? Oui, au sujet justement des nouvelles formes d'emploi, de plateformes localisées, est-ce que ça crée des opportunités pour les syndicats? Des nouveaux membres, par exemple, ou l'extension de certaines unités d'accréditation pour pouvoir inclure ces nouvelles formes de travail-là ou ces nouveaux travailleurs-là qui ont des emplois dans les hautes technologies? Merci. On va prendre quelques questions, puis on va... Merci pour vos présentations. Je pense que ça nous permet de mieux comprendre plus concrètement ce qu'est cette transition numérique. Ma question, on a aussi bien compris dans vos présentations ce qu'on devrait peut-être faire. Ça nous prend une action syndicale, ça nous prend des interventions des gouvernements, etc., pour assurer une justice dans la transition numérique. Ma question est plutôt portée sur les dernières années, ce que vous avez fait. Est-ce qu'il y a déjà des modifications dans vos conventions collectives, notamment, qui ont été apportées pour justement assurer une forme de protection des travailleurs dans le cadre de changements numériques? Et si vous avez des exemples concrets, je serais preneur. Merci. Ma question allait tout à fait dans le même sens. En fait, je me demandais s'il y a des pratiques innovantes, du libellé innovant dans vos conventions collectives qui ont été négociées dans les dernières années. Puis aussi peut-être les facteurs qui ont mené à obtenir du libellé différent. Des fois, on a une bonne idée quand on arrive à la table de négociation, mais de réussir à le négocier auprès de l'employeur puis de fédérer nos membres autour de l'importance d'acquérir certaines protections. Puis je me demandais si, entre autres le libellé, mais aussi comment y parvenir finalement. De libellé sous la main, là. Je ne suis pas venue avec des conventions collectives, là, mais si on y va, là, nous, on coordonne le travail de négociation de nos différents secteurs là, par les fédérations membres de la CSN. Puis, on a fait comme une espèce de listing, là, puis je vais la durée de la convention. Protéger l'accréditation syndicale, ça veut dire tant par le lieu de travail que par la description des nouveaux emplois. Une clause de changement technologique. Il peut avoir, par exemple, dire tout changement technologique avant d'être introduit, bien, il faudra que le syndicat en soit averti 6 mois d'avance, 90 jours à l'avance, pour qu'on puisse pouvoir mettre en place des choses. La formation.
OK? Donc, la requalification des travailleurs, des travailleuses, prévoir comment ça va se faire, les sommes qui y seront investies, le temps qu'on va leur donner. Si ce n'est pas possible, bien évidemment, c'est prévoir des clauses de retraite, de départ, bon, une transition qui va faire en sorte qu'on va le faire par attrition. J'ai donné l'exemple de Grémont tout à l'heure, qui avait une clause dans sa convention collective qui disait, oui, Seattle est capable de nous opérer, mais il ne le fera pas. On a signé une lettre d'entente. Il ne pourra pas le faire si on est en conflit de travail. De ne pas utiliser les données personnelles pour des mesures disciplinaires. Merci. Donc, là, c'est ce qui me vient en tête. Toute la santé-sécurité. Il y a tout le volet de la santé-sécurité aussi, là, de tout revoir les procédures avec l'introduction de nouvelles machines. De prévoir ça, que le comité santé-sécurité va se pencher là-dessus, que quand il y en a, que le responsable à la prévention soit formé pour ce faire. Donc, à vue de nez, là, je dirais, là, je vais regarder dans mes notes, mais je dirais que c'est un peu pas mal, en termes de convention collective, là, ce qu'on essaie de mettre de l'avant. Mathieu? Pratique innovante, je ne sais pas si c'est innovant, mais la volonté de renforcer le dialogue social de manière différente. Si je prends un exemple, en 2017, on savait que le ministère de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur était en train de pondre son plan d'action numérique, donc qui allait être diffusé sous peu. Et on a demandé à faire des rencontres de travail pour consulter avant la publication et avant l'attachement budgétaire au Conseil du Trésor, le plan d'action. Et on a pu consulter ce plan d'action pour la simple et unique raison qu'on avait documenté la transformation dans notre milieu et qu'on avait 10 000 réponses. Donc ils savaient qu'on avait une capacité d'agir publiquement avec des données qui documentaient l'impact numérique dans les milieux, et ils étaient un peu apeurés d'avoir une publication de la CSQ sur un futur plan qui pouvait débarquer, qui ne prendrait pas en considération les impacts négatifs ou comme positifs qu'on avait surlignés dans l'enquête. Et être proactif par rapport à l'influence qu'on peut avoir, notamment au niveau des ministères et des gouvernements, pour essayer de modifier le narratif qui est déjà inséré dans les politiques publiques. Et ce dialogue social ne se faisait pas forcément par des revendications concrètes, c'était plus une bonification de certains termes qui étaient formulés dans une politique publique. Exemple, ils prenaient en considération uniquement le personnel enseignante et enseignant. Ils oubliaient totalement le personnel professionnel et le personnel de soutien. C'est un exemple de pratique qui n'est pas forcément innovant, dans le sens où ça reste un canal de communication privilégié, mais c'est intéressant quand même de le mentionner. France, puis ensuite Caroline, puis Pierre ensuite, je pense qu'il va intervenir. Deux exemples. Caroline en parlait tantôt. L'histoire des courriels, quand l'employeur, ça se revendique, ça se négocie. Nous, il y a un syndicat qui l'a fait. C'est pas dans la convention collective, mais ils ont réussi à obtenir, dans le cadre d'un comité de relations de travail, une procédure pour dire que l'employeur, après 17 heures, n'envoie plus de courriel au personnel, tout simplement. Et de plus, ils ont convenu qu'ils enverraient des indications aux parents pour leur indiquer que le personnel avait au moins 48 heures pour répondre, qu'ils ne devaient pas s'attendre à des réponses en dedans de 48 heures. Ça ne veut pas dire que les gens ne le font pas, mais au moins ça sécurise, ça enlève un peu de pression sur les gens, la procédure est claire, les parents savent à quoi s'attendre. Et aussi a été intégré dans une convention collective des journées pédagogiques. Les enseignants ont ça, des journées pédagogiques, mais des journées pédagogiques qui sont ajoutées de compensation pour le temps passé pour les courriels à la maison, etc. Alors, je pense que c'est le syndicat, ce sont les membres qui ont discuté puis qui ont défini ça, puis il y a des possibilités, c'est pas figé, puis je pense qu'il s'agit de discuter, d'échanger. C'est sûr qu'il y a un défi. Hier, on présentait l'état de nos travaux à la CSQ auprès des délégués, puis on mentionnait le fait que sur la formation, il y a de la formation en ligne. Alors, s'il y a de la formation en ligne, quand est-ce que les gens vont se former? Ils peuvent se former le soir chez eux, etc. Et il y a une personne qui nous disait, nous, on va dire au patron, ta formation en ligne, on ne la fera pas le soir, etc. Puis ça va être la position du syndicat. Oui, soit. On va l'inscrire. Sauf qu'en même temps, la personne nous a dit que ça se peut que les gens le fassent quand même. Alors, c'est quand même... Moi, ça me fait réfléchir. Je me dis, si on sait que nos membres vont le faire quand même, est-ce qu'on leur rend service en mettant une position ferme comme ça, puis en disant qu'il n'y aura pas de formation,
puis les autres. Alors, il n'y a pas un clivage que tu es en train d'installer au sein, puis les plus performants versus les moins performants, les moins intéressés. Pourquoi pas poser le problème à l'ensemble des gens? Qu'est-ce qui serait mieux? Oui, vous voulez vous former le soir. Oui, vous avez à cœur de maîtriser les outils numériques, mais en même temps, ça a des impacts. Comment on peut contenter tout le monde? Puis, vous savez, on n'est pas la seule organisation. On a fait un congrès il y a 3 ans sur le renouveau syndical, sur l'importance de se rapprocher de nos membres puis d'être à l'écoute des besoins de nos membres. Alors, ce qu'on s'est rendu compte dans le cadre des travaux pré-congrès, c'est qu'il y a des éléments dont on ne s'occupait pas puis que ça préoccupait les gens, comme la précarité, effectivement, parce que les gens qui viennent dans les assemblées, les délégués, la plupart du temps, c'est des gens qui sont à temps plein, qui sont libérés. Alors, il y a un clivage qui s'installe. Alors, si on ne veut pas perdre le lien avec nos membres, il faut être sur le terrain, il faut aller voir qu'est-ce que les gens souhaitent et peut-être sortir des positions ou des revendications syndicales traditionnelles qui ont l'air bien défensives ou bien offensives, mais qui, dans le fond, développent un clivage au lieu de consolider, de renforcer la solidarité dans les milieux, on divise les gens. Puis, ça va avoir des incidences même à moyen terme parce qu'on se retrouvera dans quelques années avec des gens qui seront hyper formés, puis des gens qui ne seront pas formés, puis qui voudront peut-être se former, mais que là, il n'y aura plus d'espace pour se former. Puis, ces gens-là, on va les mettre à la retraite, on va les mettre à la porte. Alors, il y a vraiment, si on veut prendre en compte tous les enjeux pour tout le monde, il faut prendre le temps de réfléchir et il faut discuter. Puis moi, je suis convaincue, en tout cas, que les solutions, ils peuvent émerger des milieux. Les gens, ils savent ce qu'ils ont besoin. Puis quand on amène des solutions qui sont collectives, au lieu de laisser à chacun leur solution individuelle, bien, c'est une voie de succès, à mon avis, plus importante. C'était Caroline ou Pierre? Pierre? Bien, pour bien répondre, je sais que ma consoeur l'a fait, mais il faut bien comprendre que la première protection, c'est ton libellé d'accréditation. Que tu passes par la notion de salarié, de travailleur, travailleuse, de personne, parce que moi, je suis dans le domaine privé. La plupart de nos conventions, c'est des ateliers fermés. Tout ce qui repose sur un juge à l'époque qui a rendu une décision, encore aujourd'hui, qui fait de force lorsque vient le temps d'aller chercher de la cotisation. Tu veux travailler chez nous, on a une accréditation, bien, tu n'es pas obligé de payer, mais tu es obligé d'adhérer parce que tu vas bénéficier des mêmes avantages négociés pour tous et chacun. Puis tantôt, tu disais, est-ce que ça donne... Il y a une question sur l'élargissement du certificat d'accréditation. Vous savez, on a la chance de faire du recrutement, puis je sais que mes confrères et consoeurs en font, bien, c'est quelque chose que je m'amuse à faire moi aussi, c'est important. Mais... la dignité, c'est un des éléments essentiels pour se syndiquer, puis l'insécurité. Fait que ça, oui, ça nous aide. Mais la première source, la première force de droit, c'est ton libellé. Je ne sais pas si je m'adresse à un futur employeur ou un futur représentant syndical, mais vous savez, des fois, les avocats représentent les employeurs, ils voient cette faiblesse ou cette force. C'est à nous de maintenir pour être sûr que quand ça arrive, bien, tu protèges les travailleurs et travailleuses, puis effectivement, les lettres d'entente ou les articles de la Convention sur les changements technologiques sont toujours de force. Est-ce qu'on doit les améliorer avec la nouvelle technologie, avec la haute technologie ou le numérique? Bien, c'est déjà quelque chose en force. Mais quand tu as un changement technologique, puis tu modernises ou tu augmentes la technologie, bien, des fois, les gens ne suivent pas tout le temps. Pour ça qu'on continue à faire les débats. Je n'aime pas dire me battre, mais je n'ai pas peur de ça non plus, ce mot-là. Mais à dire, ils sont là, ils ont bâti ton entreprise, ils sont encore l'entreprise, puis ils vont partir avec une dignité, ces gens-là. Bien, bis. Deux exemples de clauses, là, en relisant mes notes. Des clauses de transparence économique peuvent aussi être fort utiles. Puis des fois, je vous dirais, le syndicat peut même être dans une position que certains jugeront bizarre, d'inciter l'employeur à investir, parce que sinon, ça peut être une mort plus ou moins lente de l'entreprise. Je vous dirais que le glaçage sur le gâteau, c'est de négocier avec l'employeur un partage des gains de productivité. Mm-hmm. Tu sais, alors, quand l'employeur nous dit, ben oui, mais on pourrait faire mieux, puis il faut que le syndicat réponde, ben qu'est-ce qu'il y a pour mes membres là-dedans?
Ça aide à l'adhésion. Puis, je vais aussi aller dans le même sens que France sur, des fois avec les membres, le droit à la déconnexion, par exemple, c'est un bien grand principe, là. Mais je pense que parmi les premières personnes à convaincre, puis évidemment, c'est à géométrie variable, ce sont nos propres membres. Qui se mettent eux-mêmes la pression pour répondre rapidement, qui veulent paraître dans le coup, puis qui se disent, si je le fais ce soir, ça sera ça de moins à faire demain matin quand je vais rentrer au bureau, là. Donc, c'est aussi de leur faire prendre conscience de la chose. Et il y a peut-être un changement générationnel aussi par rapport à ça. Donc, c'est à suivre. J'aime pas beaucoup ça, là, parce que déjà, les Grecs anciens se plaignaient de leurs jeunes, là. Mais, en tout cas, c'est à vérifier, à valider, mais des fois aussi, on sent chez les plus jeunes, en tout cas, l'idée que la vie personnelle est très importante. Peut-être qu'ils la modulent différemment, mais se baser là-dessus pour leur faire voir des choses que des fois, tu ne vois pas quand tu es nouveau dans un emploi. Et le droit à la déconnexion, j'imagine que ça s'applique aussi pour les organisations syndicales. J'imagine, hein? Oui, écoutez, on a vu qu'il y a plusieurs... C'est une petite bouche, parce que je ne suis pas sûr que vous déconnectez. Écoutez... Juste quand on est dans un panel comme ça. Juste quand vous êtes dans un panel comme ça. Écoutez, je pense qu'on a vu plusieurs expérimentations. En tout cas, on voit l'ampleur des défis auxquels les syndicats sont confrontés, parce que ça touche aussi le système d'éducation. Vous avez tous mis l'accent sur la formation, mais on peut se demander si notre système d'éducation est adapté avec ce qui s'en vient. Ça, c'est loin d'être clair. Vous avez les lois du travail, vous en avez glissé un mot, mais il y avait une présentation ce matin où on disait qu'il y a une déconnexion. Ça nous prend des nouvelles institutions du travail pour faire face aux défis du numérique, parce qu'on ne sait pas... Et à plusieurs niveaux, vous l'avez mentionné, mais au niveau national, au niveau international, ça nous prend vraiment une réflexion sur ces nouvelles institutions-là. Puis je me demandais si chacun... Là, je vous en pose je termine sur un truc plate, mais... je me demandais si chacun des syndicats sont capables d'y arriver tout seul ou si ça ne prend pas des coalitions syndicales plus larges pour arriver à faire face à ce genre de défis-là. Et c'est difficile parce que vous êtes confrontés à des défis différents dans certains secteurs, mais à un moment donné, on regarde ce qui se passe dans certains pays. On a des gens de l'ITUI qui nous ont fait des présentations où on voit qu'il y a aussi des mécanismes qui peuvent être développés par les syndicats pour développer des alliances, puis pas juste des alliances entre syndicats, mais aussi avec les employeurs, avec les gouvernements, avec l'ensemble des parties prenantes, parce que l'ampleur du défi, je pense, qui est énorme. Puis vos présentations l'ont bien fait ressortir que on n'a pas juste vu la pointe de l'iceberg aujourd'hui. Il y a plein de choses qui se passent, mais aussi, on voit une chose que je trouve encourageante, c'est que vous êtes en train d'expérimenter avec des nouvelles façons de faire. Puis ça, je pense je pense que c'est France qui disait ça tantôt, il faut, je pense, qu'on en prenne la mesure et qu'il y ait un travail qui soit fait à la fois par les chercheurs qui sont là-dedans, vos services de recherche, puis travailler conjointement avec les organisations syndicales et les entreprises. Puis votre présence aujourd'hui, c'est déjà une ouverture de venir partager avec nous vos expériences, puis je voulais vous en remercier. Merci. Oui, est-ce que vous voulez avoir un mot de la fin? OK. Un mot de la fin? Oui. Allez-y, France. Non, parce que, Christian, quand tu as dit est-ce que ça vous interpelle, les alliances, etc., moi, ça fait 1 an que quand je viens dans des colloques, je cherche mes amis, puis leur dis il faudrait s'asseoir, il faudrait travailler là-dessus, c'est essentiel. Le gouvernement a développé une stratégie numérique au niveau gouvernemental. Alors, nous, on devrait se positionner syndicalement ensemble, essayer de construire des balises, des cadres, voir qu'est-ce qui se passe dans nos milieux, échanger sur nos recherches. Et oui, je suis tout à fait favorable et je profite de la tribune et de la question pour relancer et inviter les autres organisations syndicales à travailler ensemble puis à mettre... Il y a des endroits où on a tenté de le faire, mais ça ne va pas de soi. Ce n'est pas toutes les mêmes priorités, mais il y a sûrement moyen, à un moment donné, si on le fait, qu'on pourrait le faire. On a essayé avec le protocole UQAM, ça tarde un peu, mais moi, je suis convaincue. Mon Dieu, c'est mon stationnement. Pouvez-vous le payer, s'il vous plaît?
Alors, puis l'autre chose, une blague, quand tu dis les organisations syndicales, est-ce que les gens, nous, on se déconnecte, tout ça? Hier matin, on faisait une présentation et Mathieu a fait, en début de présentation, un petit sondage. On demandait aux gens dans la salle, qui sont des délégués syndicaux de fédération, tous les représentants de la centrale, des conseillers, etc., de leur demander qui, hier soir, a utilisé son portable, son téléphone, son ordinateur à des fins professionnelles. Et il y avait au moins 80 de la salle. Alors, effectivement, c'est bon pour nous aussi. Pierre, tu as sur les... Bien, on s'aperçoit qu'on vient de différents milieux, mais on vit tous la même affaire. Et oui, la coalition, j'y crois, mais j'ai un message à passer. Je sais que je ne vois pas des employeurs, mais s'il y en a, regardez là, les gens qui représentent vos travailleurs, vos travailleuses. On travaille pour faire grandir une entreprise, pas pour la détruire. Puis ça, c'est important. On veut qu'une entreprise progresse, mais pas au détriment des travailleurs et travailleuses, ensemble. Fait que je veux qu'on se passe le mot. Je sais que la tribune, peut-être, elle ne passera pas autant, mais dites-vous une affaire. Quand on a une mauvaise presse, que les syndicats sont là pour faire détruire ou mourir une entreprise, regardez comment est-ce qu'on travaille avec. Fait que vous aussi, vous faites partie de l'équation pour justement s'en sortir dans ce milieu-là. Parce que, vous savez, on parlait du législateur à l'époque, parce que nos parcs industriels, juste à Montréal, bien, il n'en reste plus gros. Hein, moi, je viens de l'est de la ville où il y avait, pour les plus jeunes, c'était Camco qui est devenu Maybe, mais il y avait le MLW Worthington, il y avait Vickers, Canadian Steelway. Aujourd'hui, bien, je pense qu'il reste un entrepôt de Molson, puis un boileau luminaire, peu importe. Mais quand ça a fermé, le gouvernement, à l'époque, avait pris sa responsabilité comme législateur. Il y avait un programme qui appelait l'APATA, programme d'aide aux travailleurs âgés, où la personne perdait son emploi, mais gardait sa dignité, puis ça, c'est important. C'est sûr que lui, en voyant amener ce tsunami-là, bien, il s'est dit, on va retirer le programme, parce que tout à l'heure, ce programme-là va coûter très cher. Mais ça, c'en est une alternative pour quelqu'un à un âge avancé et très noble, mais puisse partir puis dire j'en profite, malgré que je suis victime. Bien, au moins ça, c'est quelque chose qui est une alternative, pour ne pas dire implanteur, mais oubliez-les pas. Caroline? Bien sûr, les alliances syndicales, c'est l'idée même à la base du syndicalisme, c'est de plus jamais se retrouver seul dans son emploi face à l'employeur, mais moi, je rajouterais la couche du dialogue social. Je pense que c'est ça qui est important. Puis des sociétés très avancées, puis je pense notamment, en tout cas à ma connaissance, un des rares pays à avoir une politique nationale du 4.0, c'est l'Allemagne. Puis c'est un pays qui fonctionne avec une forte tradition triangulaire entre le gouvernement, qui est le leader là-dedans, mais les entreprises, le patronat et les syndicats. Il y a des lieux comme ça au Québec. Il y a la Commission des partenaires du marché du travail, il y a les comités sectoriels de main-d'œuvre, donc il faut absolument préserver les lieux de concertation, y compris dans les régions, pas juste au niveau national. Je pense que c'est là. Puis si vous me permettez une petite note d'ancienne prof, il faut penser l'éducation totalement différemment. Il ne faut absolument plus qu'un directeur ou une directrice d'usine, j'imagine que ça existe, pense que l'institution d'enseignement, que ce soit professionnel, technique ou universitaire, va leur fournir le produit fini qui va servir pour les 40 prochaines années du travailleur, de la travailleuse. C'est fini, ce temps-là. On ne peut pas, ça va trop vite et on ne pourra pas faire ça. Alors, ce qu'il faut, c'est des bonnes habiletés de base qui permettent à la personne de continuer à se former et il faut que l'entreprise ait une responsabilité là-dedans. L'entreprise ne peut plus, c'est fini, non. Dire, moi, j'attends que je demande ma pizza, puis avec ou sans anchois, là, ça ne marchera plus. Ça, c'est la meilleure façon de rater le virage. Catherine? Bien, depuis quelques années déjà, l'OCDE ne parle plus d'économie numérique, ce qu'on voit régulièrement dans les médias, mais de numérisation de l'économie. Et donc, on est vraiment dans cette logique-là. Et oui, je pense qu'il faut s'allier pour arriver à obtenir les changements nécessaires. D'ailleurs, depuis 1 an, on travaille en coalition, pas nécessairement syndicale, mais une coalition un peu plus large, secteur médiatique et culturel ensemble, patrons, syndicats, associations professionnelles, pour tenter d'obtenir des modifications aux lois sur la radiodiffusion et sur les télécoms notamment,
aussi aux principes de taxation qui font mal à nos entreprises, aux entreprises qui embauchent nos membres. Et si jamais vous voulez nous suivre, ça s'appelle la Coalition pour la culture et les médias. Merci beaucoup. Tu veux une dernière intervention, Court. Mathieu? La richesse de demain, selon certains, c'est la détention de l'information et de la donnée. Je pense que la richesse syndicale aussi, c'est d'avoir l'information juste par rapport à la réalité du milieu de travail, via l'expérience des travailleurs, via l'histoire des secteurs et de l'économie, car on fait souvent des raccourcis dans la construction des politiques publiques sur un historique économique et social qui a été construit dans l'ensemble des secteurs. Et je pense que remonter l'information, remonter les réalités de travail aux bonnes personnes, décisionnaires, des politiques publiques, c'est aussi cette richesse-là d'avoir une information juste, et c'est le syndicat ou l'acteur syndical qui le détient. Merci. Alors, je pense que là, on peut remercier nos intervenants. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de venir échanger avec nous.